passer 1 heure ou un peu plus avec le philosophe qui accompagne ma vie depuis presque 50 ans, depuis un demi-siècle, c'est vous dire l'âge vénérable qui est le mien. Je vais donc commencer ma conférence par un bref panorama de mon parcours nietzschéen pour que vous soyez un petit peu informés de l'itinéraire que j'ai suivi à côté de cet immense philosophe. En 1978, il y a donc 46 ans si je sais compter, j'ai publié mon premier article sur Nietzsche. J'étais professeur à Bastia à l'époque, et l'inspecteur général, qui était devenu un ami, qui était d'origine corse comme moi, m'avait invité à parler devant tous les professeurs de l'île de Beauté. On s'était réunis à Corté, c'était la tradition entre Bastia et Ajaccio, et j'avais fait une conférence sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, qui s'intitulait « Le rêve dans la pensée de Nietzsche ». Elle a été très bien accueillie, et donc l'inspecteur général m'a poussé à la transformer en un article qui a été publié quelques mois plus tard dans la revue de l'enseignement philosophique, qui est la revue des professeurs de philosophie. Et donc ça a été mon entrée sur la scène nietzschéenne, si j'ose dire, puisque en 1978, ce premier article est sorti, « Le rêve dans la pensée de Nietzsche », qui est pour moi un article un peu à part. Il y en a 60 ou 80 qui l'ont suivi, j'ai jamais trop compté. 13 ans plus tard, en 1991, j'ai soutenu à Nice ma thèse de doctorat d'État, le futur dans l'œuvre de Nietzsche. Alors quelques mots quand même sur cette thèse de doctorat d'État, c'est le diplôme dont je suis le plus fier. Je me suis inscrit en doctorat d'État l'année où le ministre Savary, ministre de François Mitterrand, avait supprimé le diplôme de docteur d'État. C'était un diplôme supposé trop élitiste, trop compliqué, et l'avait remplacé par le doctorat d'université, mais on avait encore 1 an à peu près, ou un peu plus, pour s'inscrire en doctorat d'État. Et donc je me suis inscrit en doctorat d'État, non pas pour aller vers l'université, j'ai jamais candidaté à l'université, j'étais déjà professeur de classe prépa à Bastia, et j'ai continué comme prof de classe prépa avec Michel Ferrandi à Toulon, à Monderville, lycée sur lequel je suis revenu puisque j'y avais fait mes études. Donc je ne me suis pas inscrit en doctorat d'État pour aller vers l'université, je me suis inscrit en doctorat d'État. Alors mon psychanalyste dirait que c'est une histoire oedipienne. Mon père était docteur d'État, il a été agrégé à 24 ans, j'ai été agrégé à 24 ans, donc c'est sans doute un peu oedipien. Je voulais un doctorat d'État. Et je l'ai soutenu donc en 1991. Le futur dans l'œuvre de Nietzsche. Ce doctorat d'État est donc ma véritable entrée cette fois sur la scène nietzschéenne en 1991. Quelques mois, ou un peu plus de 2 ans, en fait c'est plus que quelques mois, 2 ans plus tard, mon maître, mon regretté maître, Dominique Janicot, qui avait dirigé ma thèse, moi je suis infidèle, sauf peut-être en amour, parce que j'ai été marié 4 fois, mais en philosophie je suis infidèle. Donc j'ai été fidèle à Dominique Janicot, il avait dirigé mon mémoire de maîtrise, et il a dirigé ma thèse d'État. Alors il était plein de pudeur, il m'avait dit « Philippe, je ne suis pas spécialiste de Nietzsche », c'était devenu un ami entre-temps. Il vaut mieux que tu cherches un spécialiste de Nietzsche. J'ai dit « Non, mais peu importe, moi je ne veux pas aller vers l'université, donc tu feras un très bon directeur. » Avec toute sa modestie, il m'avait dit « C'est toi qui vas m'apprendre des choses sur Nietzsche. » Et figurez-vous, c'est à la fois tragique et un peu ironique, que Dominique Janicot est mort sur le chemin Nietzsche, 10 ans plus tard. Il allait se baigner sur la plage d'Aise et en allant récupérer sa voiture sur le parking au-dessus, il s'est écroulé. Probablement un AVC, on n'a jamais trop su. Et Dominique Janicot est décédé, et je le regrette énormément, cet homme que j'adorais, sur le chemin Nietzsche. Et donc Janicot m'avait poussé à publier ma thèse, mais il m'a dit « Ta thèse fait 1000 pages, aucun éditeur ne va prendre le risque de publier un monument pareil. » Et je lui avais dit « Je vais commencer par publier la 3e partie. » C'est une thèse en 3 parties, comme on fait une dissertation en 3 parties, je n'ai pas cherché à innover au niveau de la forme. Et la 3e partie s'appelait l'éternité. Il y avait le futur, l'éternité. Et
j'ai à peine réécrit, très peu d'ailleurs, cette troisième partie. Et grâce à l'intervention de Dominique Janicot, et puis peut-être parce que mon travail était original, j'ai la modestie de le penser, ce livre a été publié chez Vrin, qui est le grand éditeur philosophique français, le seul, place de la Sorbonne, ne peut pas être mieux situé. Et donc c'est devenu L'individu éternel, qui est sorti en 1993, mon premier livre sur Nietzsche, L'individu éternel, que vous avez sur l'écran, que Vrin m'a fait le plaisir et l'honneur de rééditer en 2019. On a modifié très peu de choses, la quatrième de couverture, on a supprimé quelques coquilles qui avaient échappé à ma lecture dans le premier ouvrage. Donc L'individu éternel, c'est un livre qui continue à tourner, qui continue à me rapporter de très modestes droits d'auteur, mais quand même, 30 ans après. Et donc c'est un ouvrage qui est très régulièrement cité et qui est peut-être, j'ai parfois tendance à dire que c'est ce que j'ai écrit de meilleur sur Nietzsche, c'est le premier. Les méchants gens vont dire que j'aurais peut-être dû m'arrêter là, mais j'ai récidivé puisque depuis j'ai publié 8 ouvrages sur Nietzsche. Et donc je suis le seul interprète français de Nietzsche qui ait publié autant d'ouvrages. Alors la quantité ne fait pas tout, hein. Vous les avez sur l'écran. 8 ouvrages sur Nietzsche, je vous parlerai du dernier en conclusion de ma conférence. Donc Nietzsche m'a accompagné pour s'engager dans les études nietzschéennes comme je l'ai fait, dès mes études de philosophie, dès mon inscription au doctorat d'État. Il fallait être, passez-moi l'expression, un petit peu culotté, parce que Nietzsche avait très mauvaise réputation, et je vais vous montrer pourquoi dans la première partie de ma conférence. À l'époque, on utilisait, ceux qui ont fait de la philosophie s'en souviennent peut-être, un gros pavé, l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet en 8 volumes. Et quand on ouvrait le volume consacré au XIXe siècle, et qu'on cherchait le nom de Nietzsche, on trouvait en tout et pour tout 20 lignes qui disaient Nietzsche, probablement l'un des philosophes qui a inspiré le national-socialisme. 20 lignes pour ce géant de la philosophie. Donc pour se lancer dans les études nietzschéennes, il fallait être un peu frappadingue. Je l'étais, je le suis toujours d'ailleurs, ceux qui me connaissent me le disent régulièrement. Et donc je me suis lancé dans les études nietzschéennes et j'ai écrit sur Nietzsche depuis un demi-siècle. Alors on va se livrer d'abord à la généalogie généalogie des principaux clichés. Il faudrait des heures pour passer en revue toutes les caricatures dont Nietzsche a été victime. J'ai envie de dire qu'avec Jean-Jacques Rousseau, c'est le philosophe le plus caricaturé de tous les temps, de très très loin. D'autres ont été caricaturés, mais Rousseau et Nietzsche, et je regrette infiniment que Nietzsche n'ait pas lu Rousseau. Je pense qu'il aurait aimé Rousseau. Il a lu Rousseau à travers la caricature de Voltaire, donc quand il parle de Rousseau, il dit des horreurs parce qu'il ne le connaît pas, il ne l'a jamais lu. Donc, je vais me livrer à une généalogie des 3 principaux clichés, ce qui m'apparaît comme les 3 principaux clichés dont Nietzsche a été victime. Le premier cliché, Nietzsche serait un philologue, c'est-à-dire un spécialiste des langues anciennes, du grec en particulier, bien plus qu'un philosophe. D'où vient cette première caricature? Elle a une origine précise et, je dirais, presque légitime. Il est vrai, personne ne peut le contester, que Nietzsche a fait des études de philologie à l'université, et pas de philosophie. Il a fait des études de philologie parce qu'il était un amoureux fou de la civilisation grecque, et que s'il avait fait des études de philosophie dans l'université allemande des années 1870, on lui aurait parlé de Leibniz, de Kant, de Hegel, on ne lui aurait absolument pas parlé très peu de la philosophie grecque, et encore moins des philosophes d'avant Socrate, qu'il avait découvert et qui le passionnaient. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle Nietzsche n'a pas choisi la philosophie comme discipline universitaire, c'est qu'en Allemagne, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, si je suis bien renseigné, mais je me trompe peut-être, c'était le cas il y a très peu de temps en tout cas,
quand on fait de la philosophie à l'université, on est obligé de faire de la théologie. On est obligé de faire de la théologie. C'est partie intégrante des études de philosophie. Et Nietzsche avait déjà pris une distance considérable avec la religion. Il n'avait pas encore dit Dieu est mort, mais il le pensait déjà fortement. Et donc, pour ne pas faire de théologie, il s'est lancé dans ses études de philologie, dans laquelle il a excellé. Et il a été un très très brillant étudiant de philologie, et tellement brillant qu'à 25 ans, en 1871, il est nommé professeur titulaire à l'université de Bâle, en Suisse, qui est la meilleure université européenne sur le plan de la philologie. Alors, je n'ai pas fait une enquête approfondie, mais je pense que c'est un cas exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez un étudiant nommé dans une université étrangère comme professeur titulaire à 25 ans. Moi, je n'en connais pas personnellement, à part Nietzsche. Donc, il est nommé à l'université de Bâle, ce qui va le desservir, on va voir pourquoi, dans quelques instants. D'où cette légende d'un Nietzsche philologue, devenu accidentellement philosophe, qui se serait piqué de philosophie, mais qui n'est pas vraiment philosophe. Or, Nietzsche a été philosophe, bien avant d'être philosophe. Je vais y arriver. Il a été philosophe bien avant d'être philosophe. C'est ce qu'attestent ces essais écrits pendant l'adolescence. À 18 ans, il a écrit de petits essais qui sont des bijoux philosophiques. L'un d'entre eux en particulier, qui s'appelle Fatum et Histoire. Fatum, c'est le destin en latin, vous le savez certainement. C'est un mot qui lui est cher. Il parlera d'amor fati, dans le savoir, d'amour du destin. Donc à 18 ans, il écrit quelques petits textes de quelques pages, dont Fatum et Histoire. Et quand j'étais professeur de classe prépa au lycée du Mont-Durville, je disais à mes étudiants, qui avaient à peu près l'âge de Nietzsche, quand il a écrit Fatum et Histoire, ne lisez jamais Fatum et Histoire. Vous n'oserez plus me remettre une dissertation de philosophie. Vous aurez trop honte. Quand vous découvrirez ce qu'a pu écrire Nietzsche à 18 ans, vous raserez les murs, donc attendez d'avoir 20 ans ou 25 ans pour lire Fatum et Histoire. Donc, évidemment, ils se précipitaient pour lire Fatum et Histoire. C'était une ruse pour les obliger à lire ce texte, vous l'avez deviné. Bon. Et donc Nietzsche est philosophe très tôt et très jeune, et profondément philosophe. Et il va très vite essayer donc de récupérer la chaire de philosophie. Il ne parviendra pas à l'obtenir, il en sera très malheureux, même très dépressif. À plusieurs reprises, il candidate pour passer de la chaire de philologie à la chaire de philosophie. Il n'obtiendra jamais cette chaire de philosophie. Or, c'est en philosophe que Nietzsche interroge notre civilisation. Il se livre à un travail à la fois d'analyse et de prophétie, on va y revenir largement. C'est en philosophe qu'il place le problème du temps au centre de sa réflexion. C'est en philosophe qu'il analyse les réflexions de Kant et de Hegel, sur lesquelles il va beaucoup se positionner. C'est en philosophe qu'il engage avec l'ensemble de la pensée occidentale un dialogue qui occupera la totalité de sa vie. C'est en philosophe qu'il renoue avec ce que j'appellerais le sens présocratique du devenir. Les présocratiques, les philosophes d'avant, Socrate et Platon, avaient mis le devenir au centre de leur réflexion. Le devenir, ce n'est pas tout à fait le temps, c'est l'idée que tout coule, comme disait le grand Héraclite. Donc Nietzsche va devenir un passionné du devenir. Il va faire voler en éclats le temps linéaire. Cela produira 12 ans plus tard, le retour éternel, l'idée du retour éternel dont nous reparlerons rapidement tout à l'heure. Donc voilà pour le premier cliché. Il est faux, il est archi faux de dire que Nietzsche est un philosophe devenu accidentellement philosophe. Il y a même une légende qui court, on raconte, mais c'est une fake news, comme on dirait aujourd'hui, que Nietzsche, qui était professeur de philologie, se promène dans les rues de Bâle et il trouve à l'étal d'un boutiquier le livre de Schopenhauer, qui va beaucoup le marquer, Le monde comme volonté et comme représentation. Et ce serait la lecture de ce livre de Schopenhauer qui aurait rendu Nietzsche philosophe. C'est une absurdité notoire, bien entendu. Donc Nietzsche est philosophe dès sa prime jeunesse. Second cliché, Nietzsche serait un penseur inscrit dans la mouvance wagnérienne
qui, comme chacun sait, ou ne sait pas nécessairement, on peut avoir de l'admiration pour le musicien, mais la mouvance wagnérienne, les troupes qui naviguent et qui gravitent autour de Wagner, à Bayreuth en particulier, quand il crée son festival, c'est une mouvance nationaliste et même antisémite, profondément antisémite. Et donc la légende d'un Nietzsche annonciateur du nazisme. La grande responsable de ce second cliché, c'est celle que j'appelais, devant mes étudiants, l'horrible Elisabeth. Elisabeth Förster-Nietzsche, la sœur de Nietzsche. La sœur de Nietzsche, elle était dans cette mouvance wagnérienne. Elle appartient à ces cercles dont émergera le national-socialisme. C'est tellement vrai que lorsqu'elle crée, après la mort de Nietzsche, les archives Nietzsche, Hitler rendra visite à Elisabeth au sein des archives Nietzsche. Elle lui offrira la canne de Nietzsche. Il a dû se retourner dans sa tombe, le malheureux. Et lorsqu'Elisabeth a quitté ce monde, Hitler a assisté en personne aux obsèques d'Elisabeth Förster-Nietzsche. Il n'allait pas assister aux obsèques de son coiffeur. Hein. Il est allé en personne, il s'est déplacé pour assister aux obsèques d'Elisabeth Förster-Nietzsche. D'où cette légende. Mais la légende a une autre origine, plus gênante encore. Nietzsche meurt en 1900. En fait, il est mort 2 fois, le pauvre Nietzsche. Il est mort en 1889, en janvier 1889. Il s'est écroulé dans une rue de Turin, pour des raisons qui restent plus ou moins mystérieuses. On pourra en parler si ça vous intéresse. J'ai mon avis définitif sur le sujet. En tout cas, il s'est écroulé. On le ramène à Bâle, et puis ensuite on le ramène en Allemagne, et il va vivre une vie presque végétative. Il ne parlera plus, il sifflotera, il jouera quelques notes de piano. Il sera récupéré par sa mère et sa sœur, et il va vivre 12 ans dans cet état quasiment végétatif. Il meurt en 1900. Et l'année d'après, elle a attendu quand même, prudemment, Elisabeth publie un livre signé Nietzsche. Il faut être culotté quand même, hein. La volonté de puissance. La volonté de puissance n'est pas un livre de Nietzsche, c'est un livre d'Elisabeth Nietzsche. Elle est allée chercher dans les cahiers de son frère toutes les phrases qui lui semblaient compatibles avec le nationalisme qui était au sein de la mouvance qui donnera naissance au national-socialisme. Et donc, elle va faire une sorte de compilation avec des erreurs extraordinaires. Je vous en livre une d'erreur, puisqu'on est entre nous, on peut se livrer à quelques confidences. Un grand professeur de la Sorbonne, dont je ne donnerai pas le nom parce que je vais faire plaisir à Jean-Michel, on m'a appris dans mon enfance la charité chrétienne, Michel. Voilà. Donc je ne dirai pas son nom. Ça commence par PHI, mais je m'arrête là. Un grand professeur de Sorbonne écrit il y a une vingtaine d'années un article dans lequel il dit: c'est très étonnant quand on lit ce que Nietzsche écrit dans La volonté de puissance à propos de Tolstoï et des réflexions de Tolstoï sur les premiers chrétiens. C'est très proche de ce que Nietzsche écrit dans La volonté de puissance. Il y a une grande proximité entre les phrases de Tolstoï qu'on trouve dans un livre de Tolstoï et ce que Nietzsche écrit sur les premiers chrétiens dans La volonté de puissance. Eh bien oui, monsieur fit quelque chose. Pourquoi? Parce que ce passage soi-disant de Tolstoï, c'est un passage recopié par Nietzsche dans le livre de Tolstoï. Donc monsieur Phi, grand universitaire de la Sorbonne, croyant comparer Nietzsche et Tolstoï, a comparé Tolstoï à Tolstoï. De quoi éclater de rire, mais vous n'avez pas l'air d'éclater de rire. Vous devez avoir de la sympathie pour les professeurs de Sorbonne. Moi, j'en ai pas tellement. Bien. Donc, elle publie La volonté de puissance. Le seul livre qui est cité par les nazis. Ça leur a plu, sa volonté de puissance. Ils ont cru que c'était la volonté de force, la volonté de domination, ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, à partir de là, les nazis citent 2 formules, en fait, ils sont pas l'unique. Ils citent 2 formules: volonté de puissance, ils voient ça comme volonté de domination, et ils citent surhomme, surhomme, hein, le Malabar, qui casse tout. Et
Élisabeth essaie de faire de son frère le philosophe du national-socialisme. C'est une aberration totale. Totale. Et je la résume en 4 ou 5 formules. Nietzsche n'aime pas l'Allemagne. Il a peut-être tort. C'est un beau pays, c'est une belle civilisation. Il n'aime pas l'Allemagne. Il l'a fui toute sa vie. Il a fui l'Allemagne en direction du sud. Il est venu en Méditerranée, à Nice, à Gênes. Il a fui l'Allemagne toute sa vie. En 1888, dans Nietzsche contre Wagner, il écrit « Les Allemands eux-mêmes n'ont pas d'avenir. » Les Allemands eux-mêmes n'ont pas d'avenir. Nietzsche n'aime pas l'Allemagne, il n'aime pas les Allemands. Depuis la guerre de 1870 à laquelle il avait participé brièvement. Nietzsche exècre les antisémites. Il a même créé un adjectif, anti-antisémite. Il dit « je suis anti-antisémite ». Je suis anti-antisémite. Ça lui joue au mauvais tour. Quand il apprend que son éditeur, qui était l'éditeur de Wagner, parce que Wagner a écrit des textes théoriques, qui ne sont pas inintéressants d'ailleurs, quand il apprend que son éditeur, qui est l'éditeur de Wagner, vient de publier un livre qui a fait fureur dans les mouvances pré-nazies, le catéchisme antisémite, il retire ses manuscrits de chez cet éditeur. Le résultat, il ne vend plus rien jusqu'à la fin de sa vie. Quand je pense que Nietzsche a vendu 100 exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra, qui pour moi et pour beaucoup est un des grands chefs-d'œuvre de la philosophie, de la poésie aussi, et que moi j'ai vendu plusieurs milliers d'exemplaires de l'individu éternel, j'en ai presque honte. Je pleure. 100 exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra. Il n'aime pas l'Allemagne, il déteste les antisémites, il n'aime pas l'armée. Wagner l'a poussé à s'engager dans la guerre de 70. Il ne peut pas s'engager en tant que militaire, parce qu'il pense, il croit, il s'est trompé d'ailleurs, qu'il avait perdu la nationalité allemande, mais il n'a pas pu acquérir la nationalité suisse. Donc il s'engage, mais il s'engage comme infirmier, parce qu'il n'a pas le droit de s'engager comme combattant. Et il écrit des lettres à sa famille qui sont transparentes. Il prend en horreur tout ce qu'il voit. Le bidas allemand lui paraît absolument nul. Bon. Ses compatriotes lui semblent des débiles. Hein. Donc il a horreur de l'armée. Heureusement pour lui, il a une dysenterie, il est rapatrié, donc il participe que pendant quelques mois. Mais il se peut qu'il y ait une trace terrible de cette brève participation, ça on ne pourra jamais le prouver, mais il est probable, et pour moi c'est une presque certitude, que Nietzsche a contracté la syphilis dans un bordel de campagne. Il fallait bien distraire un peu le soldat entre deux combats. Il a sans doute contracté la syphilis dans un bordel de campagne, et c'est cette syphilis qui a créé une paralysie générale dont il a souffert 15 ans plus tard, qui a fait qu'il s'est écroulé dans cette rue de Turin. Donc il n'aime pas l'Allemagne, il déteste les antisémites, il n'aime pas l'armée, il n'aime pas l'État. Il n'aime pas l'État. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Alors s'il y a dans cette honorable assistance quelqu'un qui est capable de me dire comment un homme qui n'aime pas l'Allemagne, qui exègre les antisémites, qui n'aime pas l'armée et qui n'aime pas l'État peut être un ancêtre du nazisme, j'attends avec impatience son argumentation. Si les nazis avaient du Nietzsche, ils auraient brûlé ses œuvres, comme ils l'ont fait pour tant d'autres autres. Troisième cliché, la philosophie de Nietzsche serait une philosophie chaotique remplie de contradictions. Je vous raconte une petite anecdote, j'en arrive à un âge où je peux me permettre des petites anecdotes, je ne le faisais pas il y a quelques années. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je n'ai pas trop la mémoire des dates, je lis dans le Figaro littéraire, dont je suis un lecteur régulier, un bel article de Claude Janoux, qui était un beau journaliste, sur Nietzsche. Un article qui était très respectable, mais qui se termine par cette phrase « Il est vrai que Nietzsche dit tout et le contraire de tout ». Alors je prends ma plus belle plume, ou plutôt mon plus beau clavier d'ordinateur,
je rédige une lettre que j'envoie à Claude Janoux. Et je pensais qu'il ne me répondrait pas, mais oui, il m'a répondu. Donc quelques jours après, je reçois une belle réponse de Claude Janoux, que j'ai gardée précieusement dans mes archives, dans lesquelles Claude Janoux me dit « Monsieur Granarolo, vous avez raison, c'est une formule imprudente et fausse. Vous avez raison de dire que Nietzsche ne dit pas tout et le contraire de tout. » Voilà cette petite anecdote pour resituer les choses. En fait, les commentateurs ont été divisés en deux catégories. Soit certains commentateurs ont voulu privilégier l'unité de l'œuvre, la cohérence, mais du coup ils ont expurgé certaines œuvres. Ils ont censuré des œuvres de Nietzsche, comme si elles n'étaient pas de Nietzsche. Et d'autres ont voulu prendre en compte la totalité du corpus de Nietzsche, mais alors ils ont dit ben, c'est plein de contradictions, c'est plein de retournements. Un des cas les plus spectaculaires, c'est un philosophe respectable par ailleurs, qui est Karl Jaspers, dont vous connaissez certainement le nom. Jaspers, dans son livre sur Nietzsche, passe ses pages à dire Nietzsche se contredit sans cesse. Il passe du chaud au froid, il passe du romantisme de sa jeunesse au rationalisme du gai savoir. Bon, c'est un philosophe passionnant, mais plein de contradictions. Alors l'unique façon d'échapper à ce dilemme, c'est de considérer que de la naissance de la tragédie, qui est son premier livre, un livre qui a causé du tort à Nietzsche, parce qu'un livre qui est largement soufflé par Richard Wagner. Nietzsche est professeur à Bâle, il rencontre son compatriote Wagner, il tombe amoureux de la femme de Wagner, beaucoup plus jeune que lui, Cosima, la fille de Liszt. Donc Wagner pressent le génie de ce jeune philosophe, et il va le pousser à écrire ce livre en l'honneur de l'Allemagne, qui vient de faire son unité, le Premier Reich, avec Bismarck, en l'honneur de la civilisation allemande, et bien sûr en l'honneur de Wagner, parce que quand même, tant qu'à faire. Et donc Nietzsche écrit La naissance de la tragédie, le seul livre qui a eu du succès. Pourquoi? Parce qu'il a été diffusé dans les milieux wagnériens, qui étaient très puissants, et donc c'est le seul livre de Nietzsche qui a eu un public et un lectorat important. Bien. Donc, c'est ainsi que les choses se sont un petit peu passées à l'époque de Bâle, et ce livre a joué vraiment du tort à Nietzsche. Donc, depuis la naissance de la tragédie jusqu'à Ecce Homo, qui est la biographie intellectuelle en 1888, la dernière année, c'est fascinant de voir que quelques mois à peine avant de s'écrouler dans une rue de Turin et de devenir, non pas un légume, mais enfin en tout cas, de retomber presque en enfance et de plus jamais être capable de réfléchir intellectuellement, Nietzsche a publié 5 ouvrages, 5, en 1888, c'est monstrueux. Et 2 de ces ouvrages, c'est une clé tout à fait transparente. Sur les 5 ouvrages qu'il publie en 1888, dernière année où il publie des livres, il y en a 2 qui sont consacrés à Wagner. Le cas Wagner, le cas, c'est-à-dire c'est un cas, il n'est pas bien Wagner. Hein, bon. Et Nietzsche contre Wagner. Bon. Comment expliquer qu'il consacre 2 ouvrages à Wagner en 1888, 16 ans après la naissance de la tragédie? Ben, la réponse, elle est transparente. Il ne sait plus quoi faire, le pauvre Nietzsche, pour s'arracher du front cette étiquette de wagnérien, nationaliste, antisémite qu'on lui a collé sur le front. Il ne sait plus quoi faire. Donc il publie ces 2 ouvrages pour faire comprendre qu'il n'est pas du tout wagnérien, qu'il n'est pas du tout dans la mouvance wagnérienne, cette mouvance qui préfigure le national-socialisme. Il ne sait plus quoi faire pour se dépêtrer de cette image. Et sa sœur en rajoutera une couche, comme je le disais tout à l'heure. Bien. Donc la seule façon d'échapper à cette idée d'incohérence, il n'y en a qu'une, et c'est celle que j'ai choisie. Si quelqu'un en a une autre, tant mieux pour lui, mais moi j'en ai pas trouvé d'autre, c'est de considérer que tous les textes de Nietzsche, sans exception, du premier au dernier, sont des textes qui sont consacrés à l'avenir de l'homme et à l'avenir de la civilisation. Il faut aborder la philosophie de Nietzsche comme une philosophie de l'avenir. C'est redonner son unité à l'itinéraire de Nietzsche. Les étapes successives de cet itinéraire ne sont pas des étapes contradictoires, ce sont des ouvertures successives sur les avenirs possibles qui nous attendent. Autrement dit, Nietzsche est peut-être prophète, c'est vrai qu'il a un côté prophète, on en reparlera sans doute, mais pour moi, je risque le mot, Nietzsche est plutôt
un futurologue, c'est plutôt un futurologue. Et c'est le mot que j'ai employé dans la deuxième partie de ma thèse, et c'est le mot que j'ai employé dans la réécriture de cette seconde partie qui a donné ce livre aux belles lettres. Nietzsche, 5 scénarios pour le futur. Scénario, c'est le vocabulaire des futurologues. Et ces 5 scénarios offrent un nouveau visage de la philosophie Nietzsche. Donc Nietzsche est pour moi un futurologue. La revue Futurible m'a fait l'honneur de publier un article. La revue Futurible est dirigée par le fils de Bertrand de Jouvenel. Je pense que c'est un nom que vous avez entendu. Bertrand de Jouvenel, c'est un des premiers futurologues français. C'était plutôt américain, les futurologues. Et puis, il y a eu Bertrand de Jouvenel. Et j'ai fait une conférence à Paris, dans la Maison de la Culture, du 15e arrondissement, si la mémoire est bonne. J'ai fait une conférence à Paris. Et dans la salle, il y avait le fils de Bertrand de Jouvenel qui dirige cette revue Futurible. Donc il a été très sensible à mon discours sur le fait, sur Nietzsche futurologue, et il m'a demandé d'écrire un article que j'ai volontiers écrit pour lui et qui a été publié il n'y a pas très très longtemps. Donc vous avez ça sur la gauche de l'écran. Nietzsche, pour moi, c'est un futurologue. Sa pensée a pour originalité majeure d'être tournée vers l'avenir, dès les années du bal. Il est certain qu'il vit un moment décisif de l'histoire humaine. On vit un moment décisif de l'histoire humaine. Cette certitude ne va plus le quitter. De novembre 71 jusqu'à 1888, il est, je dirais, submergé par cette évidence. En 1871, quand il commence sa carrière à Bâle, il écrit à son ami Gersdorff, qui sera un de ses plus fidèles amis, il écrit à Gersdorff, je cite, « Ce n'est plus qu'à titre de combattant que nous conservons le droit d'exister aujourd'hui, à titre de pionnier d'un séculum, un siècle, pionnier d'un séculum à venir. » Et dans Ecce Homo, 17 ans plus tard, il dira « Je suis un fatum », on retrouve notre fatum, qui divise en deux l'histoire de l'humanité, qui divise l'histoire de l'humanité en deux tronçons. C'est un peu mégalo, mais je suis persuadé, en ce qui me concerne, que Ecce Homo n'est pas un livre fou, comme certains l'ont prétendu. C'est un livre qui est plein d'autodérision. Nietzsche joue avec lui-même, et en fait, c'est un livre très très sérieux où on apprend beaucoup sur l'itinéraire de Nietzsche. Donc, tous les écrits de Nietzsche sont portés par la conviction que l'humanité vit un moment crucial de son existence. Alors, vous me rétorquerez que cette intuition est banale. Beaucoup ont pensé qu'on vivait un moment capital tout au long de l'histoire, pour ainsi dire, depuis 2 millénaires. Bien. Mais Nietzsche ne s'est pas contenté d'avoir cette intuition. Il a mis au service de cette intuition toutes ses qualités intellectuelles, toutes ses recherches, toutes ses démonstrations. En 1870, quand il commence à écrire, on trouve une expression intéressante qui est présente dans plusieurs de ses œuvres, c'est l'expression « croisée des chemins ». Kreuzweg. Cette expression, on va la trouver surtout dans des conférences. Alors c'est très intéressant de faire cette confrontation. En 1871, 71, Nietzsche publie La naissance de la tragédie. Donc il regarde où? Il regarde bien sûr un peu vers l'avenir déjà, mais il regarde vers l'origine grecque, vers la situation. Mais la même année et l'année suivante, il prononce à Bâle des conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. Vous avez la couverture en collection de poche sur l'écran. L'avenir, donc origine d'un côté, avenir de l'autre. Ça veut dire que Nietzsche ne sépare jamais la recherche sur l'origine et le regard en direction de l'avenir. Dans ces conférences, il en a écrit 5 et il en a prononcé 4 seulement. La 5e n'a jamais été prononcée. Elles sont tout à fait remarquables, ces conférences. Et Nietzsche va substituer à la figure de la Pythie, qui est présente dans la naissance de la tragédie, la Pythie d'Apollon à Delphes, donc la figure de la prophétie, elle est remplacée, cette Pythie, par l'aruspice romain dans les conférences. Nietzsche dit qu'il faudrait, je dirais, explorer l'avenir à la manière d'un aruspice qui lit le futur dans les entrailles des oiseaux.
Et donc il y a un philosophe dans ses conférences, qui est son porte-parole, qui dialogue avec des étudiants. Et dans la 4e conférence, voilà ce que dit ce philosophe à ses étudiants. Prenez du temps, portez cela avec vous, pensez-y jour et nuit. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins, Kreuzweg en allemand, la croisée des chemins, le carrefour. Vous savez maintenant où conduisent les deux voies. Voilà une formule qui résume au fond la tâche de la pensée pour Nietzsche. Que sont ces deux voies? Ce sont deux chemins qui viennent de très loin en arrière de nous et qui vont très loin en avant de nous. La croisée des chemins, c'est un carrefour. Ces deux voies prennent leur origine loin derrière nous et s'élancent bien au-delà de nous. Il faudra de longues années à Nietzsche pour décrypter cette image, pour anticiper ce qui adviendra. Nous avons le choix entre deux chemins extraordinairement différents qui, encore une fois, prennent leurs racines bien en arrière de nous. Ce n'est pas un choix que nous faisons dans l'absolu, ici et maintenant. Nous avons le choix entre la voie facile de l'uniformisation, de l'indifférence, ce que Nietzsche va résumer dans la formule du nihilisme, on en reparlera sans doute, ou la voie de la distinction et de la création. Voilà le choix. Donc Nietzsche va approfondir cette image, il ne cessera jamais d'approfondir cette image, et vous retrouvez cette croisée des chemins dans son texte peut-être le plus génial ou le plus inspiré, qui est Ainsi parlait Zarathustra, et faire redescendre de sa montagne ce prophète persan qui a apporté au fond la première morale à l'humanité, l'idée de bien et de mal. Eh bien, dans le Zarathustra, quand il descend de sa montagne, Zarathustra fait deux discours, enfin il a fait plus que deux, mais il fait deux discours fondamentaux. Dans un premier discours, il annonce le surhomme, c'est la voie de la création. Et comme personne ne comprend rien à ce qu'il dit, il dit alors je vais vous parler de quelque chose qui vous est plus familier, je vais vous annoncer le dernier homme. Le dernier homme, c'est l'homme sans idéal, c'est le matérialiste étroit, c'est ce que nous avons aujourd'hui autour de nous. Donc la croisée des chemins, c'est l'image privilégiée qui permet de symboliser la cohérence de l'itinéraire de Nietzsche. Nous sommes devant une alternative. Si l'on distribue sur ces deux voies, en avant et en arrière de nous, les milliers d'aphorismes, Nietzsche écrit par petites phrases, comme le faisaient les antésocratiques, des petites phrases, des petits paragraphes, pour 1000 raisons, pour des raisons de santé aussi. Il avait des gros problèmes de vue, des gros problèmes de maux de tête, donc il ne pouvait pas écrire des pages et des pages, résumer sa pensée dans des petites phrases fulgurantes qu'on appelle des aphorismes. Il suffit de situer sur ces deux chemins les milliers d'aphorismes que Nietzsche nous a laissés pour métamorphoser une recherche apparemment chaotique en un chemin rigoureusement programmé. Les 5 scénarios, j'emprunte ce mot au futurologue, les 5 scénarios chers à Nietzsche, ce ne sont pas des visions successives, hétérogènes de l'avenir, ils sont l'aboutissement des efforts conjugués d'un aruspice aux méthodes rationnelles et d'une pitié, parce qu'il y a un côté prophète, d'une pitié aux facultés et tout. Donc je vais vous décrire rapidement, trop rapidement sans doute, mais on pourra ensuite évidemment aller plus loin dans le débat, les 5 scénarios de la futurologie nietzschéenne. Les 5 scénarios d'une futurologie. J'ai eu une chance considérable dans ma vie avec Nietzsche. J'ai le grand privilège d'appartenir à la première génération qui a eu à sa disposition l'intégralité du corpus nietzschéen. La première génération. Ce qui rend possible une analyse rigoureuse qui était difficile, voire impossible aux commentaires d'avant cette période. Que s'est-il passé? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, toute une équipe internationale s'est installée dans ce qui allait devenir l'Allemagne de l'Est, dans les archives Nietzsche. Alors un petit mot sur les archives de Nietzsche, c'est le seul côté positif
qui nous est laissé par Elisabeth Förster. Elisabeth Förster, pour faire de son frère le philosophe de la mouvance wagnérienne, crée des archives. Elle récolte tous les cahiers de son frère, tous les écrits, tous les objets. Bon. Et c'est là que, je vous le disais tout à l'heure, Hitler rend visite à Elisabeth aux archives et qu'elle lui offre la canne de Friedrich Nietzsche. Donc, vous connaissez tous la formule, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Moi, je préfère la formule inverse qui m'a toujours paru beaucoup plus juste. La formule inverse, c'est le paradis est pavé de mauvaises intentions. Elle me paraît beaucoup plus juste. Avec les pires intentions du monde, l'horrible Elisabeth, je reprends mon expression favorite, a créé ses archives. Et grâce à ces archives, on a pu restituer la vérité, la véritable œuvre de Nietzsche. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, toute une équipe internationale dirigée par 2 Italiens, auxquels je voue, comme beaucoup d'autres, une reconnaissance éternelle. Ces 2 Italiens s'appellent Giorgio Colli et Mazzino Montinari. Ces 2 Italiens ont dirigé une équipe internationale. Les Français sont venus régulièrement, Foucault, Deleuze, les grands philosophes français, supposés grands, de l'époque, et ça a abouti à l'édition de la grande édition critique publiée en Allemagne chez Walter de Gruyter et presque simultanément en français, en italien et en allemand. En français, c'est Gallimard qui a publié. Et donc j'ai eu à ma disposition, quand je me suis lancé dans ma thèse sur Nietzsche, cette œuvre, cette édition complète, scientifique. C'était un travail colossal. Nietzsche rédigeait des cahiers, mais comme je vous disais tout à l'heure, bon, il n'était pas très fortuné, il a quitté l'université de Bâle, il a vécu d'une petite pension qui lui était accordée par cette université de Bâle, il a beaucoup vécu en Méditerranée, donc il partait avec une malle et avec des cahiers. Nietzsche était un grand marcheur, comme il avait des maux de tête et des problèmes de santé absolument monstrueux, il marchait énormément, il marchait 5 à 6 heures par jour, donc il marchait. Et puis, quand il rentrait, eh bien, il écrivait sur ses cahiers des petites formules. Il a dit que les grandes pensées venaient nécessairement en marchant. Il écrivait sur ses cahiers des petites formules qui lui étaient venues à l'esprit pendant qu'il marchait. Mais dans les cahiers de Nietzsche, on trouve tout. Dans ces cahiers, il y a aussi, je vous ai raconté l'anecdote du philosophe, dont le nom commence par PHI, qui croyait comparer Tolstoï à Nietzsche et qui a comparé en fait, Tolstoï à Tolstoï. Eh bien, dans ces cahiers, il y a des phrases qui ne sont pas de Nietzsche. Il y a des citations qu'il a recopiées, ou qu'il a fait recopier par son secrétaire, Köselitz, parce qu'il avait des problèmes de vue, et heureusement, il y avait ce secrétaire fidèle qui travaillait pour lui pendant des années et des années. Il y a les notes du blanchisseur, il y a tout dans les cahiers. Et puis surtout, Nietzsche étant très fauché, à un moment donné, il avait rempli le cahier qu'il avait emporté, le cahier neuf qu'il avait emporté dans sa malle. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait dans les pages restantes d'un cahier qu'il avait commencé 5 ans ou 10 ans auparavant. Donc il faut reclasser tout ça, c'est très compliqué, parce que c'est important de savoir si cette phrase de Nietzsche elle a été écrite en 1872, au moment de la naissance de la tragédie, en 1882, au moment du Gai Savoir, ou en 1888. Donc il y a un énorme travail qui a été fait par cette équipe, et ça a donné les œuvres complètes et définitive de Nietzsche. Donc j'ai eu cette chance d'avoir à ma disposition cette œuvre. Mon étude sur Nietzsche, ma thèse sur Nietzsche a été une des premières en France, avec celle de Patrick Votlin, qui est un Nietzschéen que j'aime beaucoup. On n'a jamais eu la chance de se rencontrer, mais on se connaît réciproquement. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine, que Patrick Votlin avait soutenu sa thèse d'État sur Nietzsche à peu près à 15 jours près, en même temps que la mienne, en 1991. Il a écrit de très beaux livres, en particulier Nietzsche et le problème de la civilisation. Je me sens très proche de lui parce qu'il a procédé un peu comme je l'ai fait. Il a considéré qu'il y avait un seul problème fondamental dans toute l'œuvre de Nietzsche. Pour moi, c'est le futur, pour lui, c'est la civilisation, mais en fait, c'est très proche. Et il est persuadé que Nietzsche est un penseur très cohérent, comme je suis persuadé qu'il est. Donc, ma chance, et j'ai presque envie de dire mon honneur, ça a été d'écrire les 1000 pages de ma thèse sans jamais citer une seule fois ce faux abominable qui s'appelle la volonté de puissance.
Et puisque nous sommes entre nous, je vous livre une nouvelle anecdote. Quand j'ai soutenu ma thèse d'État, il y avait 5 membres du jury, 4 heures de soutenance, c'était quelque chose de soutenance d'un doctorat d'État en philosophie. Il y avait parmi les 5 membres du jury un philosophe niçois, dont là encore je ne donnerai pas le nom, qui avait soutenu 2 ans auparavant une thèse sur la volonté de puissance de Nietzsche. Et moi je commence dans l'introduction de ma thèse à dire, avec Mattino Montinari, la volonté de puissance n'existe pas, c'est pas un livre de Nietzsche. Vous comprenez que ce philosophe ne m'a pas regardé avec sympathie. Il voulait me saquer, mais il était minoritaire. J'ai quand même eu la mention très honorable pour ma thèse, mais il était dans tous ses états parce que je démolissais le travail qu'il avait accompli 2 ans auparavant. Il allait consacrer toute sa thèse à un livre qui n'est pas un livre de Nietzsche. Genre, c'est pas de ma faute, hein. J'étais pour rien, moi, c'est la faute d'Elisabeth, je lui ai dit plus tard quand on s'est rencontrés. Hein. C'est Elisabeth qui est responsable, c'est pas Philippe Amarolo. Donc le passé le plus lointain, on a vu ça tout à l'heure avec les conférences de Bâle, et l'avenir le plus éloigné sont regardés conjointement par Nietzsche. Donc j'ai distingué 5 scénarios. Alors, je vais accélérer un peu pour que les choses soient... qu'on ait le temps de dialoguer. J'ai distingué 5 scénarios successifs, ou pas toujours successifs d'ailleurs. 5, c'est un chiffre un peu sacré pour Nietzsche, et mon ami, le regretté Jean-François Mattei, celui que j'appelle le vrai Jean-François Mattei, non pas le président de la Croix-Rouge, l'ancien ministre, mais le philosophe, malheureusement décédé brutalement en 2014, qui était un grand ami. Mattei avait prononcé une très belle conférence à laquelle j'avais assisté à Nice. Nietzsche est l'étoile pythagoricienne, l'étoile à 5 branches. Le chiffre 5 est un chiffre sacré pour Nietzsche. Et ça n'est pas tout à fait par hasard que j'ai distingué 5 scénarios, on pourrait en distinguer 6 ou 7, mais je me suis arrêté sur ce chiffre. Quels sont ces 5 scénarios successifs? Le premier, c'est l'idée d'une renaissance de la civilisation grecque. Beaucoup y croyaient à l'époque, tout au long du XIXe siècle. L'un des premiers qui y a cru très fermement, c'est le grand poète Hölderlin, que Nietzsche aimait beaucoup dans sa jeunesse, qu'il a beaucoup lu. Et donc ce scénario d'une renaissance de la civilisation grecque, de préférence en Allemagne, mais ça c'est Wagner qui lui souffle ça, Nietzsche n'était pas forcément d'accord, donc Nietzsche préférait de loin la France à l'Allemagne. Donc ce scénario, il est bâti durant la brève période où Nietzsche est sous l'influence de Wagner. Donc la description de ce premier scénario se trouve presque entièrement dans la naissance de la tragédie en 1872. Second scénario, c'est ce second scénario qui a donné l'impression d'une incohérence et d'une rupture radicale qui est totalement fausse. Quand on lit les cahiers, maintenant qu'on a les cahiers, maintenant qu'on a l'œuvre posthume, maintenant qu'on a les cahiers non publiés, maintenant qu'on a la totalité de tout ce que Nietzsche a écrit, on s'aperçoit, et on aurait pu commencer à s'en apercevoir plus tôt. Je le disais tout à l'heure, si vous lisez les conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement et que vous les confrontez à la naissance de la tragédie, vous voyez que la même année, Nietzsche écrit un texte qui effectivement est un peu romantique, c'est la naissance de la tragédie, et en même temps un texte très rationnel et futurologique qui est les conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement. Donc Nietzsche va développer un second scénario. C'est un scénario qu'on pourrait résumer par la formule « la prophétie des esprits libres ». Freie Geist en allemand. C'est un scénario qui a engendré de nombreux contresens. Parce que Nietzsche, en fait, décrit un avenir possible, il ne le prescrit pas. Et c'est cette confusion qui a été à la source de quantité de travestissement. J'emprunte cette idée de décrire et de prescrire à un très bon philosophe allemand, dont vous connaissez peut-être le nom, un contemporain, qui est Peter Sloterdijk, c'est peut-être le meilleur philosophe allemand de ces 30 dernières années. Je lui en veux à Peter Sloterdijk d'avoir attendu 1999, j'avais soutenu ma thèse 8 ans plus tôt, pour écrire Règles pour le parc humain,
Et pour écrire dans l'édition française de Règles pour le parc humain, cette formule, que je cite, l'un des éléments essentiels de la communication paranogène, c'est-à-dire qui engendre la paranoïa, c'est d'effacer la différence entre prescription et description. Effacer la différence entre prescription et description. J'aurais aimé lire cette phrase 10 ans plus tôt. Je l'aurais mis dans la page de garde de ma thèse. Voilà la source de quantité de contresens sur Nietzsche. On confond prescription et description. C'est pas parce que Nietzsche décrit cet avenir des esprits libres qu'il l'attend, qu'il le souhaite. Il décrit un avenir à la manière des futurologues. À la manière des futurologues. Et vous retrouvez également l'idée d'incohérence ici. Je prends un exemple. Imaginez un futurologue américain, parce qu'aujourd'hui ils sont presque tous américains, qui écrit en 2024 un livre qui nous décrit l'an 2100 sur la planète Terre. C'est l'apocalypse, la température a monté de 10 degrés, la mer a monté, les épidémies majeures, on est au bord de la destruction, des guerres partout. Et ce même futurologue, en 2028, 7 ans plus tard, il publie un autre livre, il décrit l'an 2100 sur la planète Terre. C'est le paradis. On a réglé tous nos problèmes, on a réglé les problèmes écologiques, on a réglé les pandémies, on a tout arrangé. Est-ce qu'il se contredit, ce futurologue? Pas le moins du monde. Il décrit deux possibles, et je renvoie à Bertrand de Jouvenel, que j'admire beaucoup. Il a créé un mot très joli, Bertrand de Jouvenel, que vous connaissez peut-être, le mot futurible. Il décrit des futuribles. Un futurible, c'est un possible qui peut arriver, mais qui peut aussi ne pas arriver du tout. C'est un futur possible. C'est un futur imaginable. À l'instant T, à moins d'être devin ou prophète, ou voyante extra-lucide, qui en général ne voit pas grand-chose, eh bien, je ne sais pas à quoi ressemblera l'an 2100, mais je peux faire des scénarios, je peux bâtir des scénarios. Selon les tendances d'aujourd'hui qui vont se développer ou ne pas se développer, on aura tel futur ou tel autre. Donc ces descriptions, et à mon avis, c'est la source de l'erreur peut-être volontaire de Heidegger. Je vous renvoie à une petite préface que j'ai écrite pour mon ami Marcel Conche, qui nous a quittés en 2022. Marcel Conche avait consacré 2 conférences à Heidegger, qui ont été publiées par Jean-Claude Gross, aux éditions des Cahiers de l'Égaré, ici au Beauvest. Et Marcel Conche m'a fait l'immense honneur de me demander, il savait que j'avais consacré mon mémoire de maîtrise à Heidegger, de rédiger une préface. Et dans cette préface, j'explique ce qui me semble vrai. J'ai l'impression que Heidegger s'est servi de Nietzsche pour se disculper de son bref engagement au nazisme. Je vous renvoie à cette préface, on pourra parler de ça si ça vous intéresse tout à l'heure. Bien. Donc là encore, Heidegger, comme beaucoup, a confondu description et prescription. Il croit que parce que Nietzsche annonce la maîtrise de la Terre, il prescrit et il souhaite la maîtrise de la Terre, le déchaînement de la science et de la technique. Non, il décrit ce qui pourrait arriver. C'est une description neutre. Donc les descriptions de ce second scénario, le scénario des esprits libres, il abonde dans Humain trop humain en 1878, dans Aurore en 1881, dans Le Gai Savoir en 1882. Troisième scénario. Le troisième scénario s'enracine dans ce que Nietzsche appelle souvent la nuit des temps. La nuit des temps, c'est le titre d'un beau roman de Barjavel, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur que j'aime bien. Les enseignements de la nuit des temps cosmologiques, de la nuit des temps biologiques. Il se pourrait qu'on assiste, parce que ça s'est produit pour toutes les autres espèces, et on ne voit pas pourquoi nous on ferait exception, il se pourrait qu'on assiste dans un temps plus ou moins proche ou plus ou moins lointain à une dégénérescence et peut-être même à une disparition de l'espèce humaine. Là encore, Nietzsche ne le souhaite pas. Ce n'est pas une prescription. Il n'attend pas notre destruction. Mais il décrit ce qui pourrait être la disparition de l'humanité dans de très beaux textes. Il n'y a pas un discours, disons, euphoriquement apocalyptique. Il y a les modalités possibles de cette extinction de l'humanité dans toute sa diversité, plusieurs scénarios possibles de notre disparition. C'est présent dans toutes les œuvres de Nietzsche.
ce que j'appelle les scénarios apocalyptiques. Quatrième scénario, si nous parvenons à ne pas disparaître, si nous parvenons à réveiller en nous notre imagination, et Nietzsche est un grand philosophe de l'imagination, si nous apprenons à colorer autrement la réalité, Nietzsche est persuadé que nous inventons le monde. J'ai écrit plusieurs textes sur l'imagination chez Nietzsche. Et Nietzsche aurait beaucoup apprécié la pensée, la philosophie, la physique quantique, qui pour moi est une philosophie qui montre que c'est nous qui créons les images. Le jaune n'existe pas, je pense à un livre de Schrödinger. J'ai écrit un livre avec une amie physicienne, Dessine-moi un chat de Schrödinger. Le jaune, j'ai commencé une conférence un jour sur la physique quantique, j'ai projeté un écran entièrement jaune, une image entièrement jaune sur l'écran. Et j'ai demandé au public, où est le jaune? Alors certains ont répondu, mais elle est sur l'écran. Non, sur l'écran, il n'y a pas de jaune. Sur l'écran, il n'y a pas de jaune. Il y a des particules, des ondes qui se reflètent, il n'y a pas de jaune. Alors, il est sur votre rétine? Non. Si vous regardez votre rétine attentivement, il y a de la iodopsine et de la rhodopsine. Il y a des cellules, des cônes et des bâtonnets, il n'y a pas de jaune. Alors, dans le nerf optique, ah non, il n'y a pas de jaune dans le nerf optique. Ah, alors il est dans les neurones, eh non, il n'y a pas de jaune dans les neurones. Alors, où il est le jaune? C'est ce que vous inventez avec toute cette machinerie à partir des ondes, à partir de votre nerf optique, à partir des neurones de votre cerveau. Vous inventez quelque chose de merveilleux. Vous êtes des poètes. Nietzsche insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes des poètes, au sens de poiein en grec, fabriquer, créer. Nous créons les couleurs, mais si nous créons les couleurs, nous créons aussi les sons, nous créons les odeurs, nous créons les saveurs. Donc la vie est poétique, elle crée le monde sensible qui n'existe pas, et aux premières créations qui remontent aux temps archaïques pourrait se substituer une nouvelle création, une nouvelle coloration du monde. Et c'est le quatrième scénario, c'est le scénario du surhumain. Et vous avez dans le Zarathustra, et surtout dans la correspondance de Nietzsche, des phrases tout à fait essentielles. Dans mon livre L'individu éternel, je cite une phrase qui m'a toujours paru décisive. Quelques jours après avoir eu l'intuition du retour éternel, au bord du lac de Silvaplana, en Suisse, là où il passait ses étés, Nietzsche écrit à son ami secrétaire Peter Gast, il avait surnommé Peter Gast parce que c'était un musicien, il pensait que The Lips c'était un homme couché dehors et qui ferait jamais carrière dans la musique avec un nom pareil. Donc il lui a redonné un nom d'artiste. Et donc il écrit à Peter Gast, je cite, « Je suis doué d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. » Tout est dit en quelques mots. Une vision nouvelle. Pas une vision de quelque chose, un regard nouveau. Je regarde les choses autrement. Et la façon dont je regarde aujourd'hui les choses, j'ai rien fait pour ça, ça m'est tombé dessus, c'est sans doute la façon dont les hommes regarderont le monde dans quelques décennies ou quelques millénaires. Voilà la phrase capitale de Nietzsche. Cette vision nouvelle, elle est présente dans le Zarathustra, bien sûr, c'est le surhumain, mais elle se trouve aussi dans les œuvres qui ont suivi. Alors, nouvelle anecdote, on en terminera bientôt avec les anecdotes et avec cette conférence. J'avais un ami que je respecte, aujourd'hui j'ai même fait une conférence sur lui à Paris il y a 2 ans, qui s'appelait Clément Rosset. Vous avez sans doute entendu son nom, un très bon philosophe, mais on s'est beaucoup bagarré avec Clément. Clément disait, j'assistais à des séminaires organisés par Janicot pendant que je préparais ma thèse d'État, et Clément Rosset disait le retour éternel c'est pas important, Nietzsche n'en parle jamais, à part un texte, un paragraphe du Zarathustra, il parle jamais du retour éternel. Et je me mettais en colère. Pourquoi? Parce que en fait, après le Zarathustra, même si la notion n'est pas citée, même si le mot n'est pas cité, même si l'expression n'est pas citée, tous les textes qui vont suivre, par-delà bien et mal, la généalogie de la morale, l'antéchrist, tous les textes qui ont suivi le Zarathustra sont portés par cette intuition du Zarathustra, par cette intuition du retour éternel. Et enfin, le 5e scénario, c'est celui qui a donné naissance au plus grand nombre de contresens. Ce 5e scénario,
c'est celui de la grande politique. Nietzsche est sans doute en partie responsable des contresens liés à ce cinquième scénario. Il commence à avoir, alors, dans les dernières années, dans les 3 dernières années, 86, 87, 88, il a de temps en temps ce qu'on pourrait appeler des bouffées délirantes, mais il est encore très rationnel et très lucide. Il se rend compte qu'il disjoncte. Bon. Mais il essaye d'intégrer à sa pensée lucide les visions un peu délirantes de sa pensée malade. Et donc, en s'appuyant sur sa généalogie du christianisme, sur la recherche d'une origine forte, il va forger les inquiétantes prophéties qu'on trouve ça et là dans les dernières œuvres de ce qu'il appelle la grande politique. Il craint l'affaiblissement de l'espèce humaine, il craint par-dessus tout ce qu'il appelle le nihilisme, l'effondrement des valeurs, l'effondrement de nos capacités créatrices, et il fait parfois le pari, un pari éminemment dangereux et éminemment contestable, d'un salut qui viendrait de futurs tyrans, de futurs grands hommes, qui mettraient en œuvre les moyens les plus violents pour enrayer le déclin. Alors c'est à la fois un scénario malade, mais en même temps un scénario relativement génial, parce que Nietzsche annonce quand même quelques grands tyrans qui voulaient effectivement enrayer le déclin. Le thème du déclin est omniprésent, le thème de la dégénérescence est omniprésent au début du XXe siècle en Europe, et vous avez des hommes qui veulent mettre fin à la dégénérescence. Ils s'appellent Adolf Hitler, ils s'appellent Joseph Staline. Ce ne sont pas peut-être des modèles à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien. Donc les descriptions de ce cinquième scénario se trouvent dans Par-delà bien et le mal et dans Le crépuscule des idoles, ainsi que dans les cahiers non publiés. Alors je reviens pour terminer à cette croisée des chemins que j'ai évoquée au début de mon propos. Cette croisée des chemins, dans le Zarathustra, elle prend une forme imagée très belle, c'est le portique, ce que Zarathustra appelle le portique de l'instant. Il dit, je suis sous un portique, devant moi il y a une route immense, derrière moi une route immense, et ces deux routes se rejoignent à l'infini et forment une sorte de cercle, et c'est l'idée de retour éternel. Nietzsche essaye de mettre en image la vision, l'intuition qu'il a eue au bord du lac de Silvaplana. Au fond, pour penser le présent, Nietzsche n'a jamais cessé de se situer au centre de cette croix, de cette Kreuzweg, qui clôt le passé, qui ouvre l'avenir. Donc son intuition d'une humanité à la croisée des chemins, elle n'est pas banale, elle est d'une réelle originalité. Il a compris, Nietzsche, le premier, peut-être à 2000 ans après les présocratiques, que l'espace temporel réduit, qui est souvent le nôtre, c'est ce qu'il appelle le péché originel des philosophes. C'est une formule du maître Puma. Il a retrouvé, au fond, cette innocence des antésocratiques. Il a mis en conjonction sans cesse l'archaïque qui est encore là en nous. L'archaïque est présent, la nuit des temps est présente en chacun de nous. Nous portons en nous, au fond de nous, l'immense passé de l'humanité, de la vie, mais peut-être aussi du cosmos. Ne dit-on pas que nous sommes des poussières d'étoiles? Donc nous portons en nous cet immense passé, mais nous portons aussi en nous tous les germes dont émergera l'avenir le plus lointain. Donc, il me semble ne pas être un fan dangereux en disant que, un siècle après Nietzsche, aucune analyse approfondie de notre époque n'a pu être menée qui ne soit la répétition, ou du moins le prolongement de la pensée Nietzsche. Alors, quelques mots de conclusion pour aller vite. Quelques mots de conclusion sur le dernier livre que j'ai publié sur Nietzsche, il y a 2 ans, le journal retrouvé de Friedrich Nietzsche. Après avoir consacré 8 ouvrages à la philosophie de Nietzsche, il m'a semblé indispensable de consacrer un 9e ouvrage à l'homme, à l'individu. Intéressant quand même de commettre l'individu, et c'est très Nietzschéen, puisque Nietzsche dit on ne peut pas séparer la philosophie de l'homme qui produit la philosophie. Donc, j'ai essayé de réhabiliter l'homme, comme j'ai essayé de réhabiliter l'œuvre dans tous mes écrits. Alors, comment m'y prendre pour réhabiliter l'individu Nietzsche? Bon, soit écrire une énième biographie, mais il y en a beaucoup de biographies, en particulier, il y en a une qui est admirable, et peut-être faudrait-il dire définitive, mais c'est délicat. Bon, mais en tout cas, pour l'instant, qui nous semble définitive. C'est la biographie de Kurt Pollians,
en 3 énormes volumes chez Gallimard, plus de 5000 pages. Si j'ajoute les volumes, plus de 500 pages, pardon, 3 volumes de plus de 500 pages. Donc, écrire une nouvelle biographie, après avoir lu celle de Jung, ça me semblait un peu ridicule. Et donc, j'ai pris le risque d'écrire à la place de Nietzsche un journal que Nietzsche aurait pu rédiger lors de ses séjours dans le Sud, entre 1876 et 1888. Alors, on va peut-être me dire, mais vous êtes absolument incohérent. Vous condamnez Elisabeth Nietzsche d'avoir publié un faux qui est la volonté de puissance, et vous publiez un faux journal. Vous êtes un malade, Granarolo. Eh bien non. Non. D'une part, parce que si la volonté de puissance est signée Nietzsche, le journal retrouvé de Friedrich Nietzsche n'est pas signé Nietzsche, mais Philippe Granarolo, même si je m'amuse de faire croire au début que j'ai retrouvé ce journal lors d'un voyage à Sorrentz, mais c'est une plaisanterie que le lecteur comprend, pas tous. Mais d'autre part et surtout parce que je n'ai pas écrit un livre de philosophie, j'ai écrit un journal destiné à nous faire connaître l'homme, à partager ses joies et ses peines, un homme policé, un homme bienveillant, un homme qui est aux antipodes de la brute pré-nazie qu'on nous a si longtemps présentée, victime de sa moustache en particulier. Donc le journal retrouvé de Nietzsche, c'est peut-être le dernier ouvrage que je consacre au penseur qui a accompagné et nourri ma vie de philosophe. Mon ami Boris Cyrulnik m'a fait l'honneur d'écrire une très belle préface à cet ouvrage. Et si vous avez un jour l'occasion de mettre la main sur cet ouvrage et que je reviens ici, ben je me ferai un plaisir évidemment de vous le dédicacer lors d'une prochaine conférence. Un immense merci pour votre merveilleuse attention.